Hello les voyageurs! Aujourd'hui je vous emmène découvrir le Maroc par les pistes. Souvent loin des itinéraires touristiques, je vous propose de sillonner les pistes les plus connues, décrites par Jacques Gandini dans ses célèbres guides. Des côtes méditerranéennes qui bordent le Rif jusqu'aux plages blanches de l'Atlantique, des hauts plateaux de l'Atlas jusqu'aux étendues désertiques sahariennes, bref, découvrez en images plus d'une vingtaine de parcours à travers le royaume du Maroc. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur chacun des parcours que j'ai suivis, sur la qualité des pistes que j'ai empruntées, sur les centres d'intérêt que je ne voulais pas manquer et, cerise sur le gâteau, je vous livre mes coups de cœur. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils pratiques et des informations utiles pour que vous puissiez préparer au mieux votre propre virée au Maroc. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Un parcours spectaculaire, souvent en corniche sur la mer, où la chaîne du Rif rejoint la Méditerranée. Un pur régal, mais de courte durée, car la piste se perd devant la mosquée de Takamout. À noter qu'il est impossible de bivouaquer sur les plages, car la nuit, des militaires y sont stationnés pour surveiller la côte, pour traquer d'éventuels trafiquants de drogue ou de gasoil. Pour des raisons de sécurité, je vous conseille de dormir sur le parking de la station-service de Oued Laou, sous l'œil bienveillant des pompistes. Traversée de la forêt des Beni Mguild. Calme, fraîcheur, cèdres multicentenaires et des singes magots en guise de compagnons de randonnée. Ambiance unique et pur moment de bonheur. Sur la route de 10 000 Chil, un petit détour s'impose pour aller visiter le plus grand des greniers forteresses de l'Atlas. Dominant le canyon de l'Oued Hatar, à mi-hauteur d'une falaise vertigineuse, se trouve une faille horizontale d'1 kilomètre de long où ont été construits des greniers pour emmagasiner grains, laine, graisse et autres provisions. Jadis, l'accès à la faille se faisait par un chemin escarpé aboutissant à un pont-levis. Ainsi, et en cas de guerre tribale, le grenier forteresse devenait le refuge imprenable des habitants des villages avoisinants. Aujourd'hui, l'accès au grenier falaise d'Aoujgal est trop périlleux et les vestiges sont, paraît-il, encore infestés de serpents. Hôte bienvenue et familier des paysans, les serpents se nourrissaient des rongeurs qui dévoraient les récoltes. Bref, j'ai admiré cette curiosité hors norme, mais de loin. Un mirage? Non. C'est bien une étendue d'eau perdue dans ce reg. La clarté de l'eau du lac de Tizlit invite à la baignade, mais sa température glaciale refroidit vite mes ardeurs. Sur un amas balayé par les vents, à plus de 2200 mètres d'altitude, le village d'Imilchil est connu pour son moussem des fiançailles, lieu de rencontre entre les tribus qui viennent y vendre leur bétail. Au départ de la route d'Iguerme à Aït Abdallah, je bifurque sur une piste pour traverser la vallée des Agadir, qui sont des greniers collectifs.
Arrivé à l'Agadir d'Oumsgan, j'attends le gardien mais personne ne vient. La porte d'entrée de l'Agadir est cassée, j'entre pour découvrir les lieux. À quelques kilomètres au sud de Tafraout, les rochers peints par l'artiste belge Jean Verham en 1984 sont dispersés sur environ 5 km. Peints surtout en bleu, ce détournement artistique de la nature nécessita 19 tonnes de peinture. Flashback, juillet 1985, avec mon frangin et notre guide de l'époque, Casanova de Tafraout. Le temps passe, les rochers étaient d'un bleu moins délavé. La route vers Aguert est en construction. J'emprunte une piste caillouteuse mais roulante dans le lit de l'Oued. En suivant une route côtière peu fréquentée qui longe un littoral sauvage annonçant déjà le Grand Sud et ses immensités désertiques, j'accède aux arches de la plage de l'Exira. La plage de l'Exira se constituait de 3 tunnels naturellement creusés par l'océan. Je dis se constituer, car malheureusement, il ne reste plus que 2 arches. La plus majestueuse se réduit aujourd'hui à un amas de rochers. Elle s'est effondrée le 23 septembre 2016. Je quitte la côte atlantique avant Agadir pour prendre une piste de montagne qui me conduit aux cascades d'Imouzer, dont les chutes ne sont spectaculaires qu'en hiver. La route de montagne qui retourne vers l'océan est en fait une piste qui se dégrade de plus en plus au fil des kilomètres parcourus. Devant moi, 3 pelleteuses ont éventré la piste, un trou infranchissable de 30 mètres de long. Très gentiment, les ouvriers rebouchent la saignée qu'ils viennent d'ouvrir pour me permettre le passage. Je retrouve l'océan Atlantique à Imswan pour prendre une piste Inch'Allah, une route dont le goudronnage avance de façon aléatoire. Un troupeau de chèvres investit les arganiers qui bordent la piste. Sur la piste qui mène au Cap Sim, en tentant de faire un demi-tour hasardeux sur la rive d'un oued, une petite erreur de trajectoire et me voilà planté. Malgré l'activation des 4 roues motrices, des vitesses courtes, du blocage de différentiel, de nombreux coups de pelle, le tout ponctué de noms d'oiseaux et finalement de vaines prières, mon Mitsu reste immobile. Mon sauvetage est en partie dû à la rencontre d'un adorable couple de retraités suisses qui m'a conduit chez un Français, ancien accompagnateur 4x4 du Nissan Aventure, qui, au volant de son gros Ford Ranger et en quelques coups de sangle, m'a sorti gentiment d'affaire. Peinture rupestre de Toulkin, à 8 km de la mine d'Asgour, s'ouvre sur le versant occidental du Jebel Timergit, un abri sous roche de 25 mètres de long qui recèle des peintures rupestres faites au henné et datant de 4600 ans. Plateau du Kik, désert vallonné, il se transforme en un immense champ de céréales au printemps. Moulay Brahim, lieu de pèlerinage connu pour guérir la stérilité des femmes. On y sacrifie lors d'un moussem annuel une chamelle blanche. Les pèlerins se précipitent alors pour toucher le sang de la chamelle qui contiendrait la baraka. La vallée de l'Ourika est un havre de verdure et de fraîcheur encore relativement préservé malgré la multitude de restos les pieds dans l'eau
installé dans le lit de l'Oued. Station-service sur la route 66 aux États-Unis? Bah non, juste un décor de film. Route des Casbahs, je croise des dizaines et des dizaines de minibus bondés de touristes allant visiter au pas de course le Ksar Aïd Ben Haddou. Des empreintes de pas fossilisées témoignent de la présence de dinosaures il y a 160 millions d'années. Le pont d'Imi Enifri est une arche naturelle creusée par l'Oued Tissilt. Les cascades d'Ouzoud sont des merveilles naturelles que l'on doit mériter. En témoigne le nombre impressionnant de marches à descendre, mais surtout à remonter, pour arriver au pied des cascades. Hautes de 110 mètres, les chutes d'eau les plus célèbres d'Afrique du Nord valent largement le déplacement, même si l'endroit est hyper touristique. Les cascades d'Ouzoud hébergent une population de singes magos qui n'ont pas peur des touristes, bien au contraire. Je me retrouve rapidement avec un singe sur l'épaule. Je prends la piste pour faire le tour du Jebel Azourki, longtemps considéré par les paysans des plaines comme un volcan. La piste me conduit au pied de la cathédrale, un rocher impressionnant. Vue sur le lac de Bin El Ouidan. Les couleurs y sont magiques. Toutes les écoles marocaines sont colorées et donnent ainsi l'envie aux écoliers d'y venir étudier. Aux abords de la ville sainte de Moulay Idriss, je visite les ruines romaines de Volubilis. Capitale régionale du Rif, la cité bleue de Chefchaouen est une petite ville cosmopolite, pleine de charme et d'authenticité, à l'écart des grands centres touristiques. Ces maisons blanchies à la chaux agrémentées de bleu de smalt, pour soi-disant éloigner les insectes, en font un lieu de rencontre insolite. J'y ai croisé une chinoise tout droit sortie d'un manga, beaucoup d'Européens, surtout des Espagnols, des artistes et des marginaux de toutes sortes, des paumés échoués là et qu'on appelle babacool. J'y ai même vu une autruche. Je retrouve l'ambiance sympa des souks d'Essaouira où l'on peut flâner dans les ruelles sans être harcelé par les vendeurs. Au départ du barrage hydroélectrique d'Ashkour, je me lance dans une randonnée semi-aquatique dans l'Oued Farda en empruntant des petites passerelles en bois pour arriver au pied d'une arche naturelle de 40 mètres de haut, baptisée le Pont de Dieu.
Le Rif, avec ses montagnes escarpées, est peu propice à l'agriculture. La moitié des familles rifènes vivraient historiquement et traditionnellement de la culture du cannabis. Il faut savoir que dans le Rif, comme partout ailleurs au Maroc, le trafic et la consommation de cannabis sont passibles de prison. On a beaucoup disserté sur le Rif et ses soi-disant dangers à le parcourir. J'ai traversé le Rif par les pistes et ce, à 2 reprises, sans jamais avoir de problème avec les autochtones. Saïdia, de l'autre côté de l'Oued, c'est l'Algérie. La frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis 1994. De nombreuses familles maroco-algériennes sont donc séparées et communiquent par gestes depuis les rives de l'Oued. Traversée du plateau du Rekhan, une immense plaine désertique d'une altitude moyenne de 1300 mètres. Le site de gravure rupestre du Grand Guilhem est visible de loin car ce rocher, perdu au milieu de nulle part, représente la silhouette d'un lion couché. Col de Belkacem, un panorama grandiose. Environ d'Erfoud. Au loin, le Garam Edouard est un cratère longtemps considéré à tort comme résultant de l'impact d'une météorite. Les Berbères en avaient fait une forteresse imprenable. Petite escapade dans l'Erg Chébi. Bivouac sous les étoiles dans les dunes de l'Erg Chegaga, un des meilleurs spots au monde pour observer les étoiles sans pollution lumineuse. Halte au contrôle de passage militaire qui borde la frontière algérienne. Lieu mythique du sud marocain, le lac Iriki est un lac asséché que l'Oued Dra traverse lorsqu'il est en eau, mais il est souvent à sec par manque de précipitations. Je vous retrouve de suite pour quelques conseils. Les itinéraires présentés dans cette vidéo sont tirés du guide Gandini Maroc Première Piste. Ils sont relativement faciles à parcourir. Hormis un bon GPS, ils ne nécessitent pas d'équipement spécifique. Suite à une politique de désenclavement du milieu rural, de nombreuses pistes sont maintenant goudronnées. Les pistes en terre sont moins utilisées, donc moins entretenues, et finissent quelquefois par devenir impraticables, surtout dans le Rif. Quand on prépare un raid au Maroc, les guides sont une source précieuse d'informations. Mais attention, sur le terrain, la réalité est souvent bien différente. Je vous conseille donc vivement de vérifier tous vos waypoints via Google Earth et de prévoir des itinéraires bis pour contourner éventuellement une piste devenue impraticable. Le Maroc peut se visiter toute l'année, mais attention, en hiver, les pistes sont souvent glissantes et en été, elles sont très poussiéreuses. Le printemps et l'automne sont donc, à mon avis, les meilleures périodes pour évoluer sur les pistes. Au Maroc, la vitesse est limitée à 100 km/h sur les routes, mais des panneaux de limitation de vitesse apparaissent ça et là, si bien qu'à un moment, on ne sait plus trop à quelle vitesse rouler.
À noter que la gendarmerie royale est équipée des mêmes radars jumelles qu'en France et que les contrôles sont très fréquents dans les villes et les villages. Sur les pistes, la vitesse de progression dépasse rarement les 20 km/h. Lors de la traversée de village, méfiez-vous surtout des enfants qui courent vers votre véhicule pour quémander des stylos. Bref, de manière générale, soyez hyper vigilants. Pour entrer sur le territoire marocain, un passeport en cours de validité est exigé pour tous les ressortissants européens, mais plus besoin de visa ni de fiche de police. Pour votre véhicule, vous devrez renseigner une fiche de douane lors de votre entrée au Maroc. Vous devrez présenter le double de cette déclaration à votre sortie du pays. Retirer de l'argent à l'aide de sa carte bancaire ne pose aucun souci. De nombreux guichets automatiques sont disponibles dans les villes et les gros villages. Je vous conseille toutefois d'avoir toujours sur vous de la monnaie en suffisance. Faites le plein de carburant dès que c'est possible, car dans les bleds, il n'y a pas de station-service. Avoir un jerrycan de carburant de secours peut être rassurant. En cas de problème mécanique, pas de souci, sauf pour les pannes électroniques. Les mécaniciens marocains savent tout réparer et à des prix défiant toute concurrence. Les midis, n'hésitez pas à faire des pauses déjeuner dans les restos au bord des routes. De délicieuses tagines y mijotent et ne coûtent vraiment pas cher. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de vous lancer sur les pistes à la découverte de ce merveilleux pays qu'est le Maroc. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo quelques liens utiles, mais si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.